Alors, la CEDEAO a tenu dimanche dernier sa 68e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est le sujet que nous abordons ce matin avec notre invité Serge Imhotep Bayala, coordonnateur du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Serge Bayala, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Alors, je le disais tout à l'heure, la CEDEAO a tenu dimanche dernier sa 68e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La première observation marquante que nous faisons, c'est l'absence de 2 poids lourds de l'organisation. Il s'agit du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui s'est fait donc représenter par son vice-président Temoko Meïle Kone, et aussi le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, qui s'est également fait représenter donc par son vice-président, le sénateur Kashim. Alors, comment vous donc percevez ces absences-là dans ce contexte de fragilité? Non, je pense qu'il n'est plus secret pour personne que la CEDEAO n'est plus une organisation assez sérieuse. Et je pense que c'est l'attitude de ses propres membres qui viennent conforter nos positions d'observateurs qui avons par anticipation noté que c'était une institution en perte de vitesse, qui était en pleine course contre sa propre crédibilité et qui, au quotidien, broyait ses propres principes, c'est-à-dire se poignardait, ce qu'on pourrait appeler en football une sorte d'autogol vis-à-vis de ses propres textes, de ses propres valeurs et de ses propres objectifs. Je pense que l'absence de ces 2 poids lourds, comme on pourrait le dire, parce que c'est les 2 champions de l'économie de la zone, peut s'expliquer par une sorte d'affaissement ou d'épuisement, parce que c'est des thématiques recyclées. Et ça fait un peu épuisant et lassant de revenir ressasser les mêmes thématiques sans aucune évolution. Vous allez constater que dans tout l'agenda, toute la conclusion qui a été faite à la suite de cette session, toutes les thématiques abordées, quand vous les passez à revue, vous avez l'impression de relire la 60e, la 62e, la 63e, ou même si vous voulez, vous repartez plus loin, vous pouvez lire la 55e session. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il n'y a rien de nouveau dans la CEDEAO? Non, au fait, elle souffre d'une panne générale d'inspiration. Et cela est lié à son caractère caduc et à son caractère néocolonial qui ne lui permet pas de se réinventer en phase avec les aspirations de ses populations. Et je pense que le son ne vient pas cette fois-ci de l'extérieur, de ceux qu'on qualifie comme nous autres étant des éternels opposants à la CEDEAO. Cette fois-ci, le son du discrédit vient de l'intérieur. Et c'est M. Ouattara Dramane, auteur d'un quadruple mandat contre les textes fondamentaux ivoiriens et auteur permanent de coups d'État, qui lui-même finit par être épuisé de leur propre turpitude. Et Tinubu, le tristement accusé de narcotrafic aux États-Unis et emprisonné à l'époque, qui se retrouve à la tête d'un pays complètement au bord du gouffre sécuritaire. Et vous n'êtes pas sans savoir que au nord du pays, vers la frontière avec le Tchad, et tout le littoral avec les enlèvements répétés et le contrôle presque quasi total d'États fédéraux par les terroristes. Que voulez-vous finalement? Donc je pense que cette absence s'explique par le fait que les membres de la CEDEAO n'ont plus confiance à la CEDEAO. Alors, Monsieur Bayala, elle, pour parler de la CEDEAO, a réaffirmé son engagement ferme en faveur de la démocratie, de l'ordre constitutionnel et de la stabilité régionale en Afrique de l'Ouest. Quel est donc le commentaire que vous faites de cet engagement à défendre une démocratie qui a pourtant démontré ses limites? Oui, c'est le fait, comme je le disais tantôt, de ressasser de vieilles thématiques dépassées par les urgences et le caractère d'une CEDEAO en déphasage avec l'évolution du monde. C'est une CEDEAO du passé, mais qui vivote et qui tente de survivre à une actualité plus exigeante et qui demande des hommes et des femmes plus sérieux, enclins à une réflexion poussée
sur les besoins actuels des populations. Et le fait de revenir sur un discours, une illusion des années 90 à travers la conférence de Bâle et toutes les promesses de prospérité, de développement que la démocratie néolibérale promettait aux Africains, il est unanime, y compris en France, que la fatigue démocratique s'est installée. Il faut regarder le chaos politique en France et se poser la question si l'origine même de cette démocratie qui nous a été imposée à partir de la France, dans la Baule, a fini par créer un chaos en France. Est-ce qu'elle peut sauver les États de la CEDEAO? Cela est illustratif d'un déphasage maladif, d'une conscience intellectuelle complètement décalée des réalités. Et continuer à se faire le chantre d'une démocratie illusoire, d'une démocratie presque qui a fait la preuve de son échec, et en la résumant, parce que dans l'imaginaire un peu des acteurs de la CEDEAO, la démocratie signifierait élection. Et si effectivement la démocratie se résumait aux élections, on peut bien se poser la question, pourquoi elle, la CEDEAO, qui a reconnu à travers ses observateurs que les élections en Guinée-Bissau ont été régulièrement bien conduites, appuyées par son parrain, l'UA, et appuyées par la Ligue des pays parlant le portugais, reconnaissent que tout s'est bien passé. Comment arrive-t-elle elle-même à invalider un processus en disant que, tacitement, la transition doit se faire, mais dans une courte durée, et qu'elle va appuyer le processus de transition? Est-ce que vous pensez que des hommes sérieux et qui ont une portion d'amour pour la démocratie peuvent en même temps être ceux qui tiennent les sabres pour fonder la démocratie au quotidien? Donc je pense que c'est une triste réalité. C'est les symptômes d'un cadavre qui vivote, et c'est dommage. Alors, Serge Bayala, à cette donc session ordinaire de la CEDEAO, il y a une question qui a été quand même évoquée. C'est une question qui est très attendue, la question de l'éco, la nouvelle monnaie de la CEDEAO, qui donc a été évoquée. On parle de moins de 2 ans donc pour sa mise en œuvre. Est-ce que avec le lancement futur de l'éco, la CEDEAO résout une partie des problèmes donc de cette communauté? La CEDEAO recherche encore des critères de convertibilité ou de convergence des économies de ses États membres, sinon ce qui reste. Et vous savez que les États de l'AES ne discutent pas de questions stratégiques de souveraineté nationale aussi cruciales comme la question de la monnaie dans des foires d'hommes politiques. Parce que ça ne fait pas sérieux. Vous pensez que la session ordinaire, non, je pense que c'est une foire. Je pense que le contenu même de ces lettres et de ces objectifs visés à travers le communiqué final traduit qu'il y a véritablement une crise de sérieux dont souffre cette organisation. L'enjeu de l'éco et le fait que 75 ans après, 50 ans après, la CEDEAO n'est pas encore à mesure de régler une équation principale de sa propre naissance, celui de se doter d'un outil économique qu'est la monnaie. C'est l'un des éléments qui ont motivé à la fondation et à la création de la CEDEAO. Et continuer à discuter d'un sujet aussi sensible et stratégique et qui ne fait pas objet de secret, je pense que c'est même illustratif du fait qu'ils ne veulent même pas y parvenir. Et en fait, ils parlent d'un écho, mais d'un écho au rythme et au pas de Paris. D'un écho au rythme et sous les injonctions de la monnaie coloniale qui voudrait tout simplement changer de couvert, changer de qualificatif, mais garder son enracinement colonial. Et ils disent que c'est dans 2 ans, normalement. Nous attendons et nous souhaitons bon courage à ceux qui y réfléchissent. Et certainement qu'un instinct divin les visitera enfin, de se réveiller et de conduire de telles questions avec beaucoup de maturité, beaucoup de discrétion.
D'accord. Alors, au titre de la lutte contre le terrorisme, la conférence a appelé la communauté internationale, à travers donc l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies, à répondre donc de manière urgente, cohérente et coordonnée aux besoins des pays de la région touchés par le terrorisme. Est-ce que cet appel inclut les pays de l'AES, selon vous? Bon, quand je lisais le communiqué final, j'ai même vu qu'il situe l'épicentre de gravité du terrorisme dans les pays du Sahel, alors que cet épicentre a évolué et est dans les pays côtiers. Voyez-vous le caractère déphasé d'une organisation qui n'est pas dans l'actualité des grandes menaces qui la guettent. Le fait de continuer à penser que l'épicentre du terrorisme est au Sahel, alors qu'il y a des politiques audacieuses, structurantes, de déracinement de leaders terroristes, et dont les conséquences sont la reconquête massive de localités hier sous contrôle des terroristes, et dont le centre migratoire est aujourd'hui au nord du Bénin, dans la presque totalité du nord du Bénin, au nord de la Côte d'Ivoire, les incursions au Ghana, au Togo, au Nigeria. Continuer à penser que l'épicentre est au Sahel est l'élément affirmatif du caractère invalide de toute la réflexion de la CEDEAO sur la question sécuritaire. Mais qu'à cela n'en déplaise, si ils pensent que les recettes antiterroristes victorieuses viendront d'une UA qui n'a jamais pensé structuration d'une sécurité ou d'un dispositif de sécurité à même d'anticiper ou de participer activement à ce combat, s'ils pensent que ça peut venir d'une organisation qui n'a pas encore prévu de façon sérieuse et rigoureuse ce principe, bon, ils peuvent continuer à patienter sur le chemin d'or en s'assurant que leur patience ne dormira pas en chemin. Et ce n'est pas l'ONU qui considère cet enjeu comme secondaire, alors que la même ONU se montre très mobilisée pour la sécurité quand elle touche les pays occidentaux. Je pense que si la CEDEAO était suffisamment sérieuse et voulait régler la question, en lieu et place de continuer à accuser l'AES, à penser que c'est pour régler la question à l'AES, c'était déjà de se mettre à l'école de l'AES qui fait des exploits et qui est devenue une école à ciel ouvert de lutte contre le terrorisme. Alors, l'AES est devenue une école à ciel ouvert donc de lutte contre le terrorisme. Pendant que la CEDEAO tient sa session des chefs d'État, l'AES aussi prépare donc le collège des chefs d'État pour se rencontrer donc au Mali. Et les hauts fonctionnaires déjà se sont réunis au Mali donc pour analyser les résultats, le bilan des actions déjà qui ont été mises en œuvre pendant les 1 an donc de fonctionnement de l'AES. Une CEDEAO soumise donc à la France, une AES donc en quête et qui proclame haut et fort sa souveraineté. Quelle est la lecture que vous faites de part et d'autre de ces deux organisations? Brièvement. Ben non, déjà, l'AES continue son ancrage dans l'indépendance et la souveraineté. Et la CEDEAO poursuit sa vassalisation néocoloniale. C'est deux paradigmes différents. Pendant que l'un s'enracine dans le colonialisme qu'est la CEDEAO, l'autre s'émancipe du colonialisme et s'enracine dans la souveraineté. C'est deux paradigmes différents. Ce deuxième rendez-vous du collège des chefs d'État est démonstratif d'une volonté et d'un dos radicalement tourné aux principes néocoloniaux dont s'est fait promoteur et chantre la CEDEAO. Je pense que certainement, par l'engagement et la mobilisation de toutes les élites de l'AES qui font preuve de crédit, de sérieux et de victoire sur des éléments stratégiques. La banque d'investissement est mise en place. Aujourd'hui, le Burkina Faso lancera l'autoroute Ouaga-Bobo-Dioulasso. Et on peut faire un chapelet d'actions. Tiani a fait tout le tour du Niger. Des régions du Niger. Des régions du Niger. Assimi Goïta lance aussi des infrastructures. Donc je pense que certainement, le Ghana sera vigilant et verra comment commencer à préparer son entrée dans la CEDEAO et bien d'autres États comme le Togo, et dans l'AES et bien d'autres États comme le Togo et tout le reste. En tout cas, pour le reste, nous continuons à souhaiter beaucoup de courage
aux populations de la CEDEAO prises en otage par des élites néocoloniales et nous espérons que Dieu et les ancêtres voleront à leur secours avec la solidarité des populations de l'AES. Merci beaucoup Serge Imhotep Bayala d'être venu donc répondre à nos différentes questions concernant la 68e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est ici qu'on